Merci de votre fidélité à Vox Africa. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe les Africains et qui préoccupe également la communauté internationale. Nous parlons de ce sujet qui est celui de l'insécurité militaire, aussi bien sur les côtes que dans les États africains. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes plusieurs autour de la table, notamment Abdelaziz Moundé, qui est journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour. Avec moi également Grégory Prot, qui est dictateur en chef du satirique en ligne le Grigri International. Bonjour. Bonjour. Avec moi également Valentin Odonou. Bonjour. Des enjeux africains, le magazine. Bonjour. Avec moi enfin Saliousi Savané, qui est un consultant. Bonjour. Bonjour. Et nous aurons également comme fil rouge pendant cette émission l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, M. Hacher Ibn Oumar, que je vous invite à écouter dès à présent. Chacun de nos pays, dans sa propre histoire de violence et de rupture assez sanglante, a de quoi tirer des leçons pour prévenir la répétition. L'histoire de l'UPC au Cameroun, ça a été une politique de la répression contre l'UPC. On était petits, mais il y avait des soldats d'origine tchadienne qui avaient participé et qui nous ont raconté après. Et ce qui s'est passé, c'était la politique de la terre brûlée. Parlant du Nigeria, les violences au Nigeria ont commencé en 1963. Et vous vous souvenez de l'histoire de Biafra. C'était en 1967, et le coup d'État contre Tafawa Balewa et Amadou Bello, et la guerre civile plus horrible que celle de Boko Haram qui s'en est suivie. Je ne parle pas du Tchad ou la RCA. Donc, nous avons chacun dans sa propre histoire de quoi tirer 1001 leçons. On n'a pas besoin d'attendre vraiment que les leçons de l'extérieur. Pourquoi on ne le fait pas? Telle est la grande question. Donc vous venez d'écouter le ministre Hacher Ibn Oumar qui a rappelé le contexte dans lequel l'Afrique se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau, les violences que nous avons eues, même pas au Nigeria où la guerre du Biafra avait déjà sévi. Saliousi Savané. Ah oui, la guerre du Biafra a fait, je crois, à peu près 1 million de victimes. Et bon, c'est un conflit qui était né, on s'en souvient, de la velléité de sécession d'une partie, enfin, de ce qui correspond aujourd'hui à la région du Delta, enfin, au sud-est, la zone pétrolifère. Et donc, ce qui se passe actuellement au Nigeria, quelque part, entre un peu en résonance avec ce qu'on a connu entre 1967 et 1970. Sauf que là, on change de dimension, on passe du sud au nord, Grégory Prot. Oui, oui, certes. Je crois savoir qu'un des enjeux de notre conversation sera aussi la question du complotisme. Et ça tombe très bien parce que je pense que je vais devoir jouer le mauvais rôle, si ce n'est du complotiste, au moins du défenseur relatif de ces questions, de ces théories. Et je suis très très content qu'on commence par le Biafra parce que, en termes de complotisme, c'est un cas d'école. Je veux dire qu'il y a un film qui a été fait il y a 3-4 ans sur Focard et qui avait comme conseiller historique Péan. Pierre Péan. Le film est passé sur la chaîne Planète, je crois. Et dedans, on revenait sur le rôle complotiste, presque diabolique, du fils de curé Focard, parce qu'on met ce petit détail de côté, mais il était l'enfant naturel de quelqu'un de l'Église. Et Focard a joué avec la naissante organisation des Médecins sans frontières, avec Kouchner en particulier, pour sponsoriser et soutenir la sécession. Et à telle enseigne que dans le film dont je vous parlais, on découvrait que le mot génocide a été mis en circulation médiatiquement. Alors, à l'époque, il était un peu plus simple de médiatiser une notion ou un terme parce qu'il y avait peu de médias. Et que sur les informations africaines, je suppose que RFI et 2 ou 3 titres français suffisaient à faire l'information et donc l'histoire, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, quand on la relit, elle a, je suis d'accord avec mon camarade, des résonances avec aujourd'hui. Mais ce sont des résonances qui sont aussi, si ce n'est complotistes, au moins compliquées. On ne peut pas étudier la question du Biafra en mettant de côté l'influence française, le rôle de la France dans cette histoire-là. Pas plus qu'on ne saurait la mettre complètement hors comment dire, qu'on ne saurait exonérer la France de son rôle dans les 10-15 dernières années dans certains conflits sur le continent. Valentin Odonou. Non, mais c'est très intéressant de rappeler la guerre du Biafra parce que, effectivement, on sait très bien que la guerre du Biafra, en tout cas, a été plus ou moins encouragée en sous-main par le général de Gaulle parce que
le général de Gaulle visait le pétrole du Nigeria. Et donc, il fallait déconnecter cette partie pétrolifère parce que, justement, le pays Enugu, parce que c'est le pays Enugu, c'est là où il y a l'essentiel du pétrole du Nigeria. Et donc, d'ailleurs, le général de Gaulle, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Foccart, mais en fait tout ça est le vrai patron de Foccart était au service du général de Gaulle. Et justement, et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que des pays comme la Côte d'Ivoire et le Gabon s'étaient ralliés à cette cause. Souvenez-vous que la plupart les trois bases arrières. Exactement. Donc, mais cela dit, je pense qu'il faut quand même séparer, il faut différencier justement la crise, la guerre du Biafra qui a causé plus d'1 million de victimes, comme l'a rappelé Savané, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je ne le faisais je pense qu'aujourd'hui... Qu'il y ait résonance, il faut qu'il y ait résonance complète. Je vais expliquer pourquoi il y a résonance. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le phénomène Boko Haram est beaucoup plus, à mon avis, dû vraiment à l'incurie des dirigeants du pays. En tout cas, je pense que la France, on ne peut pas aujourd'hui, à mon avis, d'après les infos que j'ai, je ne pense pas que la France soit véritablement responsable de ça. Je pense qu'il faut vraiment... C'est ça la différence. Oui, alors, non, mais c'est très important d'avoir justement un repérage historique justement sur les conflits que nous vivons aujourd'hui. Il y a une expression qui dit que la CAQ sent toujours le harin. C'est-à-dire que si vous mettez du maquereau, si vous mettez... de la carpe, justement, là-dedans, il y aura toujours une petite odeur qui va rester. Effectivement, il s'agit de ça. Odeur de pétrole, odeur d'uranium, odeur vraiment de plein. Mais est-ce qu'on fantasme quand on parle de pays occidentaux qui financent en sous-main des actions de ce type-là, comme ça a été le cas pour le Biafra? Mais Grégory l'a dit, le problème, c'est que si vous aviez des conflits qui étaient liés justement à des prétentions sur le pétrole, sur les matières premières, sur les ressources, il ne faut pas s'étonner que les Africains de la rue, les jeunes Africains qui ne sont pas toujours équipés justement pour décrypter la complexité ou la complication de la situation. Ce qui se passe simplement, c'est un problème médiatique. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de pédagogie des relations entre ces pays-là, entre la France et ces pays-là. On ne parle pas assez. On reste dans le non-dit, dans le mystère, et ça fait qu'on n'arrive pas à décrypter, justement, de façon très, très rigoureuse, ce qui se passe. Donc, si on décryptait, on dirait que la France et les États-Unis n'y sont pour rien. Pour revenir au Biafra, justement, il faut rappeler quand même que la Grande-Bretagne et les États-Unis étaient contre la sécession du Biafra. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Tout à fait. Ce n'est pas aussi simple, c'est d'autant plus complexe qu'on a parlé tout à l'heure du Gabon et de la Côte d'Ivoire alliés de la France s'il en est, mais la Tanzanie, qui était un pays progressiste, soutenait la sécession biafraise. Donc les choses ne sont pas si simples que ça. Et notre ami tout à l'heure a parlé de complexité. Je pense qu'avec la chute du mur et tout ce que nous vivons avec la mondialisation, le terme de complexité est vraiment si vraiment au contexte dans lequel nous vivons, parce qu'il y a tellement il y a une telle conjonction de facteurs et d'événements qui font que on ne peut... Je suis d'accord pour qu'on parle de complexité, mais est-ce que le fond n'est pas ce qui compte le plus? Est-ce que oui ou non, on peut parler de partenaires étrangers ou d'ingérence étrangère dans ces conflits? On estime qu'il y a une corrélation assez forte entre conflit et polarisation, entre conflit et matières premières minérales. Voilà. Comme pour prendre le cas de la République démocratique du Congo, premier au monde pour ses réserves de cobalt, deuxième ou troisième au monde pour le cuivre, etc. Le scandale géologique. Il y a le tantal, il y a le coltan. Là, c'est un exemple qui est vraiment caricatural de ces ingérences. Mais sur le continent, il y a des cas, comme par exemple le cas de la Somalie, par exemple, qui est un État qui n'existe pratiquement plus. Je parle de la Somalia italienne, parce que bon, on ne peut pas parler vraiment d'ingérence étrangère à l'origine du conflit. Parce que quand on connaît... il y a eu l'opération Restore Hope. Mais on pourrait pas nier le rôle de certaines puissances étrangères. Des États-Unis. Non, je ne parle pas... Ce n'est pas l'opération Restore Hope qui a déclenché... Je parle de la genèse du conflit somalien.
Je parle de la genèse Parce du que ce conflit n'est pas somalien. l'opération Restore Hope qui a déclenché le conflit. Restore Hope est venu après. C'était une opération d'ailleurs sous couvert de l'ONU, il faut le rappeler. C'est ce qui se passe toujours. C'est ce qui se passe toujours. Qu'est-ce qui pourrait faire... Oui, cela Valentin. dit, je pense qu'il faut distinguer la nature des conflits. Par exemple, il y a un conflit dont on va... Et ceux qui en profitent, ceux qui Et interviennent... surtout s'entendre sur les termes. Parce que est-ce que quand il y a une intervention militaire occidentale, vous considérez que ça rentre sous l'appellation conflit? Parce que j'ai l'impression que quand on parle de conflit, c'est comme si on entendait que les Africains se battent entre eux, d'une façon presque ontologique et atavique. Alors que si c'est une intervention militaire extérieure qui, en temps réel ou en différé, produit du conflit, c'est pas exactement de la même manière que ça s'étudie. Non, pour le cas de la Somalie, il y a une genèse qui est liée, qui a des origines. Le problème des Somalis. Voilà. La réunification des Somalis qui sont répartis. On est dans un pays qui est quasiment le seul État-nation au sud du Sahara qui connaît la situation qu'on connaît. Bon, c'est vrai qu'il y a eu Restore Hope et tout, mais la genèse du conflit est vraiment endogène. Voilà. C'est un exemple. J'entends bien. Oui. Souvent, ce soit les États-nations qui soient victimes. Si on se déplace, si on quitte cette région-là, qu'on va par exemple en Irak ou en Syrie, voici des États-nations qui sont très attaqués ou qui ont été complètement démembrés. L'Irak, aujourd'hui, est quasiment une fiction. Et pour rester sur le continent africain, on pourrait parler de la Libye, qui subit le même sort. Et justement, pour revenir à la Somalie, s'il te plaît, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi eu une crise alimentaire terrible qui a déclenché justement l'intervention de l'ONU. Souvenez-vous de Bernard Kouchner qui portait un sac de... Mais là, vous amenez... c'était en Éthiopie. Voilà. Vous amenez le complotiste. Parce que... Si vous voulez, il y a la crise alimentaire... doublée d'une crise alimentaire. Le conflit en Somalie a généré une crise alimentaire sans précédent. Voilà. D'accord. Mais ce que je voudrais demander, qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui, malgré la complexité que nous avons relevée tout à l'heure, que l'on ne puisse pas rattacher, faire un parallèle entre la guerre du Biafra et aujourd'hui la guerre, par exemple, contre Boko Haram, qui sont sur le même territoire, mais que vous semblez déconnectés du fait de la fin de la guerre froide ou pour d'autres raisons? Oui, alors, c'est dans le même pays. On a dit tout à l'heure que sud-est, le nord-est justement du Nigeria, bon, c'est peut-être la différence. Le complotisme qu'on a évoqué tout à l'heure est lié au fait qu'il y avait des puissances, notamment la France, qui ont joué un rôle majeur dans le conflit. Peut-être pas en le déclenchant, mais il y a un certain nombre de facteurs, justement, dans des conflits. Il y a des éléments qui catalysent un conflit, qui l'amplifient, etc. Donc, c'est pour ça que je parlais de décryptage. Et le rôle, à la fois des politiques et des journalistes aujourd'hui, en Afrique est centrale. Pour une raison simple, c'est que quand vous avez cette complexité-là, si vous n'arrivez pas à démêler les fils, eh bien, évidemment, c'est la théorie complotiste qui prospère. Une théorie complotiste qui est alimentée par des choses qui sont objectives, c'est l'histoire. Foucault n'a pas encore disparu des mentalités africaines. Les relations incestueuses entre la France et l'Afrique n'ont pas encore totalement disparu. Ce qu'on appelle la France-Afrique. La France-Afrique, n'ont pas encore disparu. Un pays qui est voisin du Nigeria, c'est le Cameroun. Effectivement, vous savez que cette théorie complotiste prospère là-bas pour une raison simple, c'est le négationnisme. On nie la réalité justement de la répression de l'UPC entre 1955 et 1970 par l'armée française et par l'armée camerounaise en gestation, des soldats et des officiers camerounais qui ont été formés justement dans ce moulin-là, une police politique qui en a procédé, Jacques Foccart, Jean Fauchivet, etc., c'était presque papa et fils, etc. Donc, vous voyez, dans l'opinion, dans l'imaginaire collectif, notamment d'un pays comme le Cameroun, on ne peut pas facilement réussir à dire que Boko Haram est un conflit de nature religieuse avec des islamistes qui veulent instaurer un califat. Ça ne passe pas toujours. Pourtant, dans l'histoire du Nigeria, on sait très très bien que dans le nord Cameroun, ceux qui ont été islamisés, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, au 18e et au 19e siècle, c'est par un djihad, c'est Othman Dan Fodio. C'est-à-dire que tous les lamibés du nord Cameroun sont des suzerains de Yola, de Sokoto au Nigeria. Et que le terme djihad, aujourd'hui tel qu'il est prononcé, était déjà à l'œuvre à cette époque-là. Donc, je veux dire que sur le plan historique, il faut un travail de fond pour pouvoir démêler, distinguer le bon grain de l'ivraie, et c'est très compliqué. Mais il n'en demeure pas moins, Valentin, et c'est sur cela que nous allons terminer cette première partie, que Boko Haram est aujourd'hui une organisation terroriste reconnue comme telle par les Nations Unies. Donc, logiquement, il ne devrait pas avoir tout l'arsenal militaire dont il dispose. Quiconque les aide devrait être sanctionné également.
Absolument, mais le problème justement de l'armement de Boko Haram se pose. Et on sait Ces très armes-là bien, ne sont pas fabriquées au Nigeria. On sait très bien que Boko Haram, au départ, c'était juste une secte et que Boko Haram était financé par des notables millionnaires du nord du Nigeria. Mais l'un des fondateurs de Boko Haram coule des jours heureux en N'Djamena. Tout à fait. Et alors, elle était gouverneur. Voilà. Alors, pour parler de la résonance avec le conflit de Biafra, l'origine, la genèse de Boko Haram, vient du conflit, d'un certain ressentiment d'une élite du Nord par rapport à la gestion de... La gestion des ressources. Là, on parle du pétrole. À la gestion actuelle du Nigeria. Donc, il y a des causes endogènes en le Afrique. fait qu'au pouvoir au Nigeria, il y a quelqu'un issu des régions pétrolifères. Du Sud. Voilà. Oui. Good luck, Jonathan. Mais je voudrais juste conclure là-dessus. Je suis bien d'accord pour entendre tout ce que vous me dites, causes endogènes et le reste. Mais il y a de nombreux pays ici dans le monde où il y a des velléités de sécessionnisme. La Belgique. Je ne vais pas chercher loin. La Belgique ou même la Corse. Pourquoi est-ce que cela ne dure pas et ne prend pas la même proportion que sur le continent africain? Peut-être que les bénéficiaires n'en tireraient pas justement les mêmes bénéfices. C'est-à-dire que la sécession de la Corse, c'est d'un intérêt stratégique limité par rapport à ce que peut permettre la définition d'un nouvel État dans le golfe de Guinée ou quelque chose comme ça. Où il y a du poisson. Parce que la question... il y a beaucoup de pétrole aussi. Nous sommes parfaitement d'accord sur le caractère endogène de la plupart des crises, parce qu'il faut un élément déclencheur légitime. On peut pas amener des gens qui viendraient d'un autre pays en faisant croire à une revendication nationale nouvelle. Mais on peut tout à fait la surinvestir. On peut surinterpréter tout ça. Je veux dire, la question des Touaregs, telle qu'elle est posée dans les médias occidentaux depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, est un archétype. On les a chargés d'une bienveillance telle toutes les vertus qu'à partir du moment où ils parlent dans les médias occidentaux, ils ont raison. Et face à eux, l'État, dans son caractère institutionnel, a forcément tort. Parce qu'ils ont le charme du rebelle, ils sont ignorants. Ça veut dire que ceux qui définissent l'agenda, ceux qui ont les éléments de langage aujourd'hui en Occident, effectivement, l'une des causes des problèmes, c'est pour ça qu'on réagit de façon aussi outrancière en Afrique, c'est que il y a une sorte de paternalisme dans tous les domaines. Le financement des armées, la formation des armées, les médias, RFI, c'est la voix, etc. Donc, avant d'en arriver là, ma question qui sera probablement la dernière, c'est est-ce que ces conflits ne profitent pas davantage à l'industrie de l'armement et aux pays qui sont grands producteurs d'armes qu'aux concernés eux-mêmes? Et de plus en plus aux agences privées. Mais la sécurisation de la sécurité. Mais quand vous prenez le complexe militaro-industriel, par exemple, aux États-Unis, je pense qu'il a plus intérêt dans des pays, dans les pétromonarchies du Golfe ou en Irak aujourd'hui, mais dans 50 ans, que dans nos États, même si le Nigeria est l'un des plus grands producteurs de pétrole. Économie, c'est le premier PIB du continent africain. En termes de 150 millions d'habitants. 150 millions d'habitants. 170 millions quasiment. Voilà, ils seront 400 millions dans 30-40 ans. Mais peut-être qu'on en reparlera, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il y a des pays occidentaux qui ont intérêt à ce qu'il y ait des conflits dans certaines parties du monde. Mais moi, je veux quand même insister sur les responsabilités endogènes. Si on prend le cas le phénomène Touareg, par exemple, vous savez que le nord du Mali et le nord du Niger ont à peu près les mêmes compositions ethniques. Vous avez des Touaregs au Niger. Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu justement de rébellion au Niger cette fois-ci? Non, mais il y a eu des instrumentalisations par Areva, on le sait très bien. Parce que le gouvernement, les autorités du Niger, même Mamadou Tandja qui a mal terminé son mandat, et on connaît les raisons pour lesquelles il a mal terminé son mandat, il a quand même mieux géré le problème Touareg qu'au Mali. Par exemple, parce qu'il y a un mot-clé qui a été prononcé ici, c'est l'État. Voilà, je pense que l'État, dans le processus de sédimentation, tout ce qui est infrastructure et superstructure d'un État,
à des Voilà. degrés divers. Les questions d'intégration, de partage des ressources, Exactement. de richesses, a été mieux géré l'État, au Niger diverses qu'au Mali. façons. Et Voilà. quand La le gestion conflit de l'État, advient, effectivement, voilà. les prédateurs, ceux qui ont intérêt à ce que les gens se divisent, viennent, financent, ont des groupes avec qui ils font Mais ami-ami, voilà. justement, pour le partage des ressources. Nous avons des pays Très en bien. Afrique qui sont des États très très faibles. Très bien. C'est sur ces belles paroles que nous allons terminer cette première partie. Et je vous invite d'ailleurs à regarder cette autre déclaration du ministre Hachib Ibn Omar, qui nous parle également des conséquences que ces crises peuvent avoir pour le commerce et surtout pour la santé économique des pays qui sont souvent enclavés dans ce genre de situation. On dit chez nous, quand votre case brûle, même le fou du village a le droit d'apporter son seau d'eau. Seulement, quand les amis africains me sortent ça, je dis d'accord, mais il faut que je vérifie que, comme c'est un fou, il faut que je vérifie que c'est un seau d'eau et non pas un seau d'essence. Et moi, je le dis sans animosité, l'intervention française au Rwanda, on l'a vu, ça a été une des causes. Je ne dis pas que les Français ont planifié les génocides, mais ça une des causes de génocide, parce que les extrémistes Hutus ont vu là une couverture. Les massacres contre les musulmans en Centrafrique, ça a été concomitant à l'arrivée des Français. Et parce que ce qu'on appelle les anti-Balaka, qui étaient des mouvements vraiment de jeunes de rue désœuvrés, ont vu dans l'arrivée des Français et les désarmements unilatéraux de la Sénéca une espèce de feu vert indirect pour se livrer. Donc il y a... mais pour le cas du Mali, effectivement, si les forces françaises n'avaient pas intervenu rapidement, peut-être que la déferlante djihadiste aurait atteint Bamako, qui sait. Et là, l'action a été salutaire et efficace, mais comme on le voit, les groupes djihadistes continuent à sévir. La question du mouvement autonomiste au nord n'est pas réglée, et donc le problème de fond reste. Et Proche, on ne peut pas dire que sur le vocabulaire, le ministre Hachib Ibn Omar soit allé par des circonvolutions pour désigner les choses. C'était bien. C'était vraiment pour un homme politique de notre époque, c'était très très bien. Je voudrais aussi revenir un tout petit peu, on a évoqué l'État tout à l'heure. Il faudrait à cet égard évoquer je ne sais pas quel terme employer, la nullité, l'inexistence de la plupart des armées nationales des pays dont nous parlons. Alors, soit elles ont été, à coup d'ajustement structurel du FMI, complètement asséchées. Alors, dans les médias occidentaux, en Europe, ça donnera, c'est une armée corrompue. Ce n'est pas une armée corrompue, c'est une armée appauvrie et qui a perdu toute légitimité. On voit des soldats qui n'ont pas de fusil. Ou alors c'est une armée qui a davantage eu pour mission la répression de l'opposition. Oui, mais voilà, justement parce que une garde prétorienne, ça devient souvent... Parce que l'État n'a plus que le monopole de la brutalité au lieu d'exercer celui de la violence légale, ce qui est très différent. Le monopole à violence d'État, oui. On confond la brutalité des États dans le traitement des opposants ou des prisonniers, etc., avec ce que pourrait être un État dur. Ce qui est très différent. La privatisation de l'armée, absolument, dans le cadre d'une patrimonialisation de l'État. Mais c'est encouragé fortement par l'extérieur, puisque ça permet à tout moment d'organiser, non pas des conquêtes, comme les complotistes les rêvent, mais ce chaos dans lequel nous nous trouvons, qui est à mon sens l'objectif. Vous voyez tout le temps les intellectuels dire « c'est dommage, en Irak, les Américains en intervenant n'ont pas réussi à… » Je pense que pendant encore 1 ou 2 siècles, on va nous prendre pour des imbéciles en nous faisant croire que l'objectif était sain, supérieur et admirable moralement, alors que l'objectif était l'installation du chaos, et qu'il me semble, on peut à l'infini discuter entre nous sur les causes endogènes et les apports extérieurs. Le fait est que le chaos s'installe, et que quand il est installé, que se posent des questions de sécurité, etc., ça ne fait le bonheur que d'un certain nombre de personnes, et certainement pas celui des peuples, et certainement pas celui des États non plus. Pour revenir à ce que disait M. le ministre Hachib Ibn Omar, il relevait que les interventions de la France au Rwanda, notamment, et en Centrafrique, avaient provoqué, avaient été à l'origine d'une amplification des crises. Donc il y a eu le génocide
au Rwanda, et puis la situation qu'on connaît en Centrafrique. On pourrait Moi, ajouter je la pense, Libye et la Côte d'Ivoire. Bon, Oui. la Libye, c'est autre chose. C'est pas de la même nature. C'est pas la même nature. Moi, je pointe l'incompétence, le manque de lisibilité de décideurs, d'analystes qui sont ici en France, qui appartiennent à une autre génération. Vous avez des gens, quand vous allez au Quai d'Orsay ou autre, vous avez affaire à des gens... des Affaires étrangères en France, voilà, le Quai d'Orsay. Voilà, le Quai d'Orsay. Enfin, voilà. Vous tombez sur des gens qui sont barrés de diplôme, certes, mais qui n'ont pas l'expérience de terrain qu'avaient les gens ici dans les années, soit pendant la période coloniale ou pendant les années 70. Vous regrettez Jacques Foccart? Non, c'est pas ça. C'est que je ne regrette pas Jacques Foccart, mais j'estime que lorsqu'on se spécialise sur une zone ou pour un pays, ou sur un pays, le minimum, c'est d'aller sur place, c'est d'avoir une expérience pratique de choses. Quand vous discutez avec ces gens et qu'ils vous parlent de votre pays, vous demandez s'ils parlent de la Lune ou de Mars, de Jupiter. Vous n'avez pas l'impression que vous avez quelqu'un qui connaît vraiment votre pays. Pourtant, le et réseau lorsque l'armée française est intervenue en Centrafrique, il est apparu que les services français n'avaient pas fait le travail d'analyse. Pourtant, le réseau diplomatique français, y compris en Afrique, est l'un des plus denses. Oui, le deuxième dans le monde, dit-on. Mais moi, je pense qu'on parle de, effectivement, puisqu'on parle de complot ou en filigrane comme ça, à qui pourrait profiter le crime, moi, je pense que le risque, souvent, dans ce genre de débat, c'est d'exonérer à la fois la gestion des États africains. Pardonnez-moi, on ne parle pas de pays, il parlait tout à l'heure d'angélisme, on ne parle pas de paradis, là. On parle quand même de pays où des gens restent éternellement au pouvoir, où il y a un clanisme, un népotisme, où on gère l'État avec les frères, les sœurs, Ce n'est pas les pire amis. que dans les pays du Golfe. Non, je veux pas parler. Non, je veux qu'on soit rigoureux. pourrait parler du Si on Yémen, fait du on pourrait comparatisme, parler- oui, oui. si on fait du comparatisme, on le fait. Non, Mais oui. je parle de Le pays. Yémen, Pour aller- d'accord, Oui, non, bon. mais Pour aller, vraiment, pour aller dans le ah même oui, sens que voilà. toi, Oui. je pense que s'il y a complot, en tout cas, il y a des complices sur Voilà, place. il y a des complicités internes. Voilà, parce Et voilà. que S'il y a des c'est ça qu'il corrompus, faut il y a des dire. corrupteurs, Parce que, voilà. oui, Toujours. parce qu'il faut quand même souligner, et je crois que c'est très important de revenir là-dessus, la faiblesse de nos États. C'est quand même incroyable quand on voit ce qui s'est passé au Mali, comment en quelques jours, l'État mais encore une fois, malien c'est une s'est faiblesse décomposé. Oui, parce que Encore une fois, c'est une ce qu'on faiblesse pourrait, entretenue. voilà, ce qu'on pourrait reprocher effectivement à ces États, aux États-Unis, à la France, c'est du deux poids, deux mesures. Moi, je ne comprends pas comment le président Hollande se rend en Arabie Saoudite, ne pique pas mot sur un blogueur qui va être condamné à mort, Pour ne lapidé, parler que de ça. décapité, pour ne parler que de ça, et de venir à Kinshasa faire effectivement Donner des le leçons bon maître à- d'école en matière de démocratie. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ce n'est pas crédible. Mais regardez les Parce chiffres que du vous commerce avez extérieur deux français, poids, vous deux comprendrez, mesures vous sur aurez des la situations qui réponse sont à votre identiques. question. Identiques. Dans le même sens Allez que- regarder les chiffres du commerce extérieur français, vous aurez la réponse. Et à votre question. ajoutez-y, quels États africains disposent d'une armée nationale respectée? Respecté. Et Vous dans le cas trouverez des l'Afrique du Sud, l'Algérie, Oui. et puis je pense que Et ça puis, doit être... on avait l'Angola, pensé, l'Angola, on avait pensé que le Rwanda. Nigeria... Bon, mais sur la question, mais sur la il y a un question pays qui de a très l'armée. peu de ressources, mais qui a une armée professionnelle, Oui. qui est, c'est le Sénégal. Absolument. Tout à fait. Ils Bon, ont qui a une armée- dimension républicaine Absolument. aussi, parce qu'il parlait à juste titre. C'est une armée du monopole. républicaine professionnelle Voilà. qui a été sur plusieurs terrains en Afrique, Absolument. mais Qui a été à la première Parce guerre que- du Koweït. Parce que Oui. la privatisation de Entre la autres. sécurité, c'est très important. Les Français, d'après ce que j'ai pu lire, ont pris un peu de retard en Irak sur cette question. Et que ce retard-là, il faut le combler presque structurellement dans une zone d'influence. Et que de plus en plus d'agences de sécurité privées vont forcément pour les plus riches, d'abord, ceux qui ont les moyens de se Voilà. les payer. Et dans ce cadre-là, les armées nationales deviennent presque des perturbatrices. D'accord. Je voudrais juste savoir, Abdelaziz Moundé, est-ce que le fait de ne pas exonérer les responsabilités internes, dire par exemple que l'État a failli, que certains dirigeants n'ont pas été à la hauteur, est-ce que ce n'est pas tomber dans l'excès inverse en disant que quand on a dit cela, la dimension extérieure, on la balaie d'un Non, revers de main? moi l'idée, et justement, c'est pour ça que je disais que si on reste dans le complot, si on reste dans les éléments justement qui profitent
dans la prédation en Afrique, justement, sur les matières premières, si on reste sur cet élément-là, on va exonérer, et c'est ça le risque, on va exonérer les dirigeants qui ont la responsabilité de bâtir, de construire des États. Effectivement, d'assurer l'intégration nationale. L'intégration nationale, ça veut dire clairement que les Touaregs et ceux qui sont à l'intérieur puissent effectivement bénéficier en termes de postes, en termes d'écoles, en termes d'infrastructures, effectivement, de l'État. Et que la redistribution puisse se faire. C'est pas de la discrimination, ça? Non, en France, j'ai cru entendre qu'on disait que... oui, mais il y a la discrimination, il y a l'affirmative action aux États-Unis, les correctifs qu'il faut apporter, qui sont organisés. Au Cameroun, on appelle ça la politique de l'équilibre régional, une sorte comme ça de péréquation qu'on peut assurer, une sorte aussi de correction qu'on peut assurer. Donc je pense que c'est une invitation, sur le plan intérieur, à une gouvernance nouvelle des États africains, qui intégrerait justement ces paramètres-là. Sans oublier que certains de nos gouvernants se font... pour eux, ce conspirationnisme, ce complotisme, c'est du pain béni parce que c'est de la diversion de leur turpitude. Ça permet de faire oublier leur propre turpitude et en focalisant l'attention sur l'extérieur toujours, sur l'ailleurs, alors que souvent les réalités sont... Et les Burkinabés nous ont prouvé que le changement se faisait de façon interne. Il fallait régler les problèmes à l'intérieur du pays d'abord. J'allais venir sur le Burkina. On a très bien vu qu'une société éduquée, où il y a des organisations de société civile... Une citoyenneté peut naître. Ne marche plus dans ce... Vous avez vu ça? Nous allons y revenir, mais je voudrais quand même, parce que je voudrais bien qu'on accuse les dirigeants africains de tous les maux de la terre. Non, mais ce n'est pas de tous les maux. C'est-à-dire que c'est dans la complexité de... Je vais aller au bout de ma question. Quand on a vu l'intervention en Libye, par exemple, qui n'était pas de la même ampleur, je vous le concède, que ce qu'il y a eu en République centrafricaine. C'est pas le même contexte. C'est pas tout à fait le même contexte. On est absolument d'accord. Mais quand on a vu ce qui s'est passé en Libye, où l'Union africaine était contre l'intervention, mais que l'OTAN, puis les Nations Unies, avec en tête la France et l'OTAN, on va dire pays. Nicolas Sarkozy. Parce que c'est quand même lui qui était la figure. En Côte d'Ivoire et en Libye, c'est la figure de Nicolas Sarkozy. Mais Nicolas Sarkozy n'aurait rien pu faire sans l'aval de Washington. Non, sachant que même le ravitaillement en carburant se faisait par les Américains. Cela dit, pour une fois, dans un conflit de ce niveau, les États-Unis étaient plutôt en retrait. Le président Obama était au Brésil, si je me souviens bien, quand les bombardements ont commencé. Ils ont leurs tirailleurs sénégalais français. Très bien. Voilà. Nul besoin. L'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, M. Gadjo, a dit que la France est le dernier baroudeur de l'Occident en Afrique. Voilà. Ils ont une figure médiatique absolue avec Barack Obama, dont on nous aura rappelé qu'il était d'origine africaine. De Perpignan. Je ne sais pas trop ce que ça pouvait bien changer dans son parcours américain, mais on a une figure médiatique parfaite et on a des pratiques réalisées par d'autres. Odinga, le candidat malheureux à la présidence du Kenya, avait rappelé des années avant que Barack Obama est un Américain. Il a dit au Kenya, à ses compatriotes, n'oubliez pas, c'était quand Barack Obama était sénateur. Il dit, c'est d'abord un Américain. C'était une illusion comme ça qui avait été répandue. Quand on est président des États-Unis, on s'occupe, on est fait pour, on a un job. On défend les intérêts des américains. Et quand on connaît les intérêts des États-Unis, c'est peut-être le procès qu'on pourrait faire à nombre de présidents africains, d'être moins intéressés par le sort de leurs concitoyens. Absolument. Que par tout un tas d'intervenants. Et ils sont légions. C'est pour ça que je dis, s'il y a complot contre l'Afrique, il y a des complicités locales qui sont justement les chefs d'État africains. C'est une interaction. Voilà. C'est la fameuse phrase de feu le président Houphouët qui a été dite tout à l'heure, pour qu'il y ait un corrompu. Il faut qu'il y ait un corrupteur. Voilà. Et pourquoi donc insistons-nous davantage sur le rôle des corrompus que des corrupteurs? Ne faudrait-il pas aujourd'hui remonter Parce que ça coûte moins cher. Oui. C'est beaucoup plus facile à la presse occidentale, européenne, de dénoncer la corruption d'un président africain. C'est un cliché, c'est une telle évidence. Voilà, on n'a même pas de représentation. On peut reprendre des papiers de 83 et les remettre en corrigeant juste le nom, 2 ou 3 noms. Mais je veux dire qu'effectivement, tout à l'heure, tu as pointé une nuance qui est importante. C'est qu'aujourd'hui, justement, sur le continent, soit effectivement, on se dit on va avancer sur le chemin des libertés, de la démocratie, de la gouvernance, avec des chefs d'État et des gouvernants qui respectent cette logique-là et qui font le job. Soit, effectivement, on a des conflits qui perdurent et qui profitent donc à ces marchands d'armes, à ces prédateurs de pétrole, d'uranium, de coltan, parce qu'ils sont légion. Le problème, c'est quoi? 2 choses.
l'Occident, la France, les États-Unis et ce que ça représente. La communauté internationale. Puisque c'est La ça, fameuse communauté la fameuse internationale. communauté 5 pays. internationale Hein. Cette machine prône infernale. un universalisme des droits de l'homme qui ne vaut que pour un secrétariat d'État ponctuel au Quai d'Orsay. Ça ne marche pas, puisque c'est en Arabie Saoudite, au Koweït, en Irak, au Qatar, on n'en parle pas. Et quand on vient acheter le PSG ou des immeubles sur les Champs-Élysées, on ne parle pas des droits de l'homme. Mais quand Maître on va... William Bourdon a bien, Voilà. dit quand on l'a interrogé sur sa ténacité à poursuivre les biens mal acquis. On lui a parlé des pays du Golfe, des oligarques russes. Il a dit qu'il focalisait sur l'Afrique parce que c'était plus facile. Très bien. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons aborder le dernier volet de notre émission, qui est celui des solutions qui pourraient être apportées à ces crises africaines. Et c'est le moment d'écouter encore une fois le ministre Acher Ibn Oumar sur les solutions concernant les crises sur le continent africain. Boko Haram, Mujao, Akmi et compagnie, et Shabab utilisent des méthodes diaboliques. Il ne faut pas pour autant les diaboliser. Ce sont des êtres humains. Qu'est-ce qui pousse un jeune de 17 ans, à l'âge où on pense mariage, études, à aller se faire exploser en pensant aller au paradis? C'est qu'il y a un problème sérieux. Et j'ai l'impression dès qu'on essaie de comprendre les ressorts psychologiques, sociaux et surtout économiques qui amènent cette jeunesse au désespoir, on donne l'impression de justifier en quelque sorte. Non, expliquer n'est pas justifier. Il faut qu'on comprenne que ces phénomènes s'expliquent, ce sont des phénomènes humains, ce ne sont pas des phénomènes extraterrestres. Et ils ont des causes humaines. Donc il faut traiter ces causes-là, et à mon avis, qui sont surtout économiques. Je n'ai pas besoin de faire de grandes démonstrations pour dire que dans notre pays, 70% de la population a moins de 30 ans et que le marché du travail est complètement bouché. Donc, je crois, en dernier mot, que psychologiquement, un jeune qui se fait exploser avec un groupe terroriste ou qui meurt noyé dans la Méditerranée, ça participe du même réflexe de ras-le-bol par rapport à une vie par rapport à laquelle la mort est préférable. Nous avons écouté le ministre Cheikh Ibn Oumar. Il reprend. Vous êtes sur la même ligne avec lui, Saliou Savané, sur les causes, sur la possibilité de solutions qui pourraient être apportées à cette vague d'insécurité, voire d'extrémisme. Moi, je pars du principe que s'il y a ingérence extérieure, je pense que si sur le plan interne, si les États, si les sociétés s'organisent, s'il y a un épaississement de cette structuration de la société, je pense que, comme disait Oufou-Boigny, si votre voisin se mêle de vos affaires, c'est qu'il y a bien une faille dans le mur. Voilà. Il faut que les gens, et je pense que les cas du Sénégal, du Burkina sont assez parlants pour nous montrer que si à l'intérieur de nos États, nous nous organisons, avec, voilà, et que les gens sont transcendants et dépassent leur propre personne parce qu'ils croient à un idéal, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, le ministre parlait de gens qui se faisaient, d'un garçon qui se fait sauter à l'âge de 17 ans ou qui se meurt noyé. C'est des gens qui, quelque part, sont dans la transcendance. Quelqu'un qui va se faire sauter parce qu'il croit, je ne sais pas s'il croit arriver au paradis, parce que c'est une forme de transcendance. Voilà. N'allez pas leur expliquer ça très longtemps. Hein. Je crains qu'il y en ait de plus en plus. Je préférerais qu'il n'y en ait pas. Non, mais c'est une façon de... Voilà. Il faut noter que quand même, moi j'ai quelques contacts maliens qui disent que la figure d'Amédi Koulibaly, qui est intervenu dans l'histoire de l'hypermarché Cacher juste après Charlie Hebdo, c'est pas une figure démonisée actuellement à Bamako, pas du tout. Ça doit nous amener aussi à... Vous pensez que c'est un nouveau Che Guevara pour les jeunes? Je n'irai pas aussi loin. Je sais juste que des gens qui y sont en ce moment, qui ne sont pas loin de sa famille, peuvent affirmer qu'ils ne sont pas jetés dehors, si vous voulez, il n'y a pas la même charge négative contre lui. Alors moi, je n'en tire pas d'autres, je n'ai pas de jugement à formuler. Je dis juste que si on veut regarder ces questions, les regarder depuis là-bas, depuis ici, c'est nécessairement pas le même regard, parce que les paramètres autour ne sont pas les mêmes. Mais c'est sûr que oui. Ici en France, le moindre mot de relativisation sur ce qui s'est passé à Charlie Hebdo ou à l'hypermarché Cacher,
on est brûlé en place publique. Là, nous parlons de pays où ces questions sont débattues. Où ça fait davantage de victimes encore, plus que 12 victimes. Voilà. Alors, non, il évoquait tout à l'heure, effectivement, la question de la transcendance. Il y a la question structurelle, hein, les armées, les États, etc. Mais on ne peut pas exonérer cette question de la transcendance parce qu'on ramène toujours à l'économique des phénomènes qui sont des phénomènes spirituels, humains, des phénomènes qui dépassent le cadre rationnel dans lequel nous vivons. Je prends des exemples qui sont très très simples. Là, on voit dans un pays comme la France, l'État laïque, l'État s'impliquait pour la création, pour la mise en place d'un islam de France, dit de France, avec des valeurs qui peuvent s'adapter à la République, etc. C'est le même travail qu'il faut dans le monde musulman à ses rôles, comme on dit de façon générale, et aussi en Afrique de façon particulière. On a grandi, pour ceux qui sont de confession musulmane, avec l'idée qu'il y avait un islam africain qui s'imprégnait, donc inculturé, adapté aux cultures locales, qui était tolérant, avec des ethnies qui avaient été islamisées ou christianisées par le fait de la colonisation ou du commerce transsaharien. Commerce transsaharien, et qui arrivaient à cohabiter et à vivre ensemble. Alors, d'où est venu le délitement? D'où vient le fait qu'au Niger, des gens aillent brûler des églises chrétiennes, aillent brûler le Nouveau Testament, ou qu'au Nigeria, effectivement, on fasse exploser des gens dans des églises? Donc, il y a un problème aussi à traiter. En Centrafrique, on brûle. En Centrafrique, il y a un problème à traiter de ce point de vue-là, pour ma part. Il faut vraiment qu'on s'intéresse aussi à cette question sur le plan sociologique, sur le plan culturel. Est-ce que donner une dimension religieuse au problème n'est pas déjà mal posé, ce problème-là? C'est vrai, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier l'aspect économique. Le ministre, il a rappelé l'état de la jeunesse africaine complètement désœuvrée, sans avenir, et qui, effectivement, quand des jeunes rencontrent des gens qui vous font croire que vous aurez un monde meilleur en adhérant à tel... Ces jeunes-là, évidemment, ils sont beaucoup plus malléables, beaucoup plus sensibles à ce genre de discours. Vulnérables. J'ai des doutes avec cette explication, parce qu'elle ressemble à celle qu'on nous donne ici pour le Front National depuis 20 ans, 30 ans. Or, elle ne peut pas suffire. Elle ne suffit pas, mais c'est une réalité. C'est un élément. C'est un élément. C'est un des facteurs. C'est l'un des éléments d'explication, mais ça ne recouvre pas. Parce qu'il voulait dire que, par exemple, le Front National, l'antisémitisme et le racisme en France, ça couvre, ça existe. Ce sont des faits culturels sur lesquels peuvent prospérer, justement, pendant la crise, justement, des partis comme le Front National. Il ne faut pas confondre antisémitisme et antisionisme. Non, je ne confonds pas. Moi, je ne confonds pas, mais je suis en train de comparer. Ce que disait mon voisin sur la... vous êtes porte-parole l'un de l'autre. Allez-y. Sur l'implication de l'État. Ça recoupe ce que notre voisin disait tout à l'heure sur l'inexistence et la faiblesse des États. Mais aussi, pour constituer l'État français, il a fallu, de façon formelle ou non, des siècles, et ce que Rousseau appelait un contrat social. Or, ce contrat social n'exempte pas la République française d'avoir été très dure. La langue française, par exemple, s'est imposée à toutes les autres de manière... par Villers-Cotterêts, par François. Cela dit, en Afrique, il y a des... Vous savez, dans les tranchées en 14-18, il y avait des gens, les gens se rencontraient, il y a plein de gens qui ne parlaient pas français. Je suis bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir avoir cette action de l'État, il faut un État jacobin très fort. Or, quel État? On ne va même parler que de l'Afrique francophone. Ça, c'est franco-français, ça. L'État jacobin, c'est très français. On était sur un schéma précis. Dans l'Afrique francophone, il n'y a pas, à ma connaissance aujourd'hui, un État suffisamment fort, socialement, politiquement, militairement, pour pouvoir porter ce débat, toutes ces questions. Savoir qu'est-ce qui compte. Ça dépend des pays. Quand vous prenez... vous avez des pays où vous avez ce qu'on appelle un coagulant. Vous prenez le cas du Sénégal et d'une grande partie du Mali, ou même, je prenais le cas du Burkina Faso par exemple, vous avez une langue, vous prenez le cas du Sénégal, le Wolof, qui est le Wolof. Vous avez plusieurs ethnies, mais vous avez une langue qui au fil des décennies aujourd'hui fait que si vous ne parlez pas Wolof, non. C'est un des éléments, ce coagulant est l'un des éléments structurants d'un État international. Encore que, il y a aussi des contre-exemples. La Suisse est un État, mais vous avez trois langues. Vous avez 3 langues. Mais dans notre cas, nous qui sommes des anciennes colonies de la France, qui avons érigé
nos États sur le modèle français. Pour prendre le cas du Sénégal ou du Bambara au Mali, le fait qu'il y ait cette langue, c'est déjà un pas en direction de la Constitution. C'est certain, c'est certain. Voilà. Mais est-ce que le fait que nos États soient jeunes ne les fragilise pas également dans leur construction, ne les met pas à la portée des dérives que nous avons condamnées ici? Parce que vous prenez les États d'Amérique latine, d'Asie ou d'Europe, ils ont au minimum 3 siècles d'existence pour chacun d'eux. C'est-à-dire qu'il y a un vécu commun, il y a un vécu national, ce qui n'est pas le cas pour la plupart de... Vous avez un pays dont on ne parle pratiquement jamais, où le dernier chef d'État, parce qu'il n'a pas pris un sou dans les caisses de l'État, a dû aller, après avoir fini son mandat, il a dû aller habiter chez sa mère. Parce qu'il n'avait pas où... C'est le Cap-Vert. Oui, voilà. Cap-Vert. Personne ne parle d'ailleurs. Notre ancien président a été lauréat du prix Moïse. Absolument. Justement, voilà. Donc, je pense que... parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une société, parce qu'il y a eu la lutte pour l'indépendance, il y a plein de facteurs, il y a tout. Bon, une conscience nationale. Il y a une conscience nationale. Il y a plein de choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Alors, c'est justement toutes choses qu'on retrouve dans les pays dont nous parlons tout à l'heure, l'Angola, l'Algérie, l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui se sont libérés. Alors, malheureusement, ça fait du combat par les armes l'aboutissement, mais... Ça a compté. Oui, encore que le cas de l'Algérie, on peut en discuter. Bon. Non, mais je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des États qui réussissent mieux que d'autres. Et pourquoi? C'est la bonne question. Pourquoi le Cap-Vert... Pourquoi le Botswana Pourquoi le Botswana justement, lui... qui a des ressources... Mais c'est très important. Comment ça se fait? Abdelaziz Moundé. Oui, non, mais c'est très important ce qu'on est en train de dire, parce que c'est formidable, parce qu'effectivement, il y a des bonnes pratiques sur le continent. Donc, le rôle de l'Union africaine, c'est effectivement que ces bonnes pratiques-là soit diffusé pour que le modèle occidental ne soit plus celui obsessionnel sur lequel on se réfère, effectivement, pour que l'Afrique puisse s'en sortir. Parce que quand on parle du Cap-Vert, quand on parle du Botswana, quand on parle de ces exemples de bonne gouvernance ou de cohabitation pacifique, on peut aussi faire référence à l'histoire. Avant l'arrivée, justement, des puissances coloniales, vous avez les grands empires qui existaient sur le continent, qui étaient déjà des États, avec des modes de fonctionnement, une instauration d'administration. Des villes comme Bobo-Dioulasso sont nées de quoi? Sont nées justement des populations autochtones, les Bobos et les Dioula qui sont venus. Et donc, on a trouvé un mode de gouvernance pour qu'on puisse cohabiter. Le royaume Mossi au Burkina Faso, effectivement, a eu cette logique-là. Effectivement, vous savez qu'il y a, de façon très, très complexe, un certain nombre de rapports, même entre les chefs Mossi. À ce moment-là, il n'y avait aucune communauté internationale pour leur imposer des élections. Voilà, pour leur imposer... Alors, il ne faut pas oublier le rôle de la colonisation, parce que moi, je prends le cas de mon pays où il y avait... la Guinée-Conakry. Guinée... Nous, on préfère dire Guinée. Hein. La Guinée, que les autres... Non, mais c'est qu'il faut spécifier. Je dis ça pour vous taquiner. Alors, pour prendre le cas de la Guinée, on a vu que la colonisation a détruit les embryons d'État qui préexistaient. Mais est-ce que ce traumatisme... Et les Indiens disent la même chose. Vous parlez de la période Salut Savané, est-ce qu'on pourrait partir de ce traumatisme pour dire que c'est comme dans la psychologie ou la psychanalyse, est-ce que c'est l'élément fondamental, l'explication de base de tout ce que nous vivons aujourd'hui? Pour certains pays, oui. Pour prendre le cas du Rwanda, le système colonial belge a posé les ingrédients de ce qu'on a sémé les ingrédients de ce qui a suivi. Mais ce n'est pas une lecture qui vaut pour tous les pays. D'accord. Voilà. Le mot de la fin en 30 secondes pour chacun d'entre vous, à commencer par Grégory Proch. Je dirais qu'il faut se poser toujours la question en cas de conflit, à qui cela profite objectivement et à un terme moyen et long. Parce que le court terme est complètement écrasé par la surinformation et la sentimentalisation, et la diabolisation qui se fait aujourd'hui en très peu de temps d'un homme politique. Bon, donc quand il y a un conflit, c'est terrible, mais il y a forcément une période durant laquelle il faut se garder de beaucoup d'interprétations parce que la question du bénéfice demeure centrale. Abdelaziz Moundé. 3 chantiers, celui de la construction des États qu'il faut prolonger, celui de la gouvernance et de la démocratie. C'est un chantier, une des priorités aujourd'hui en Afrique. Et troisièmement, justement, sur le greffon de cette théorie du complot, c'est qu'il faut faire vraiment l'évaluation du lien entre l'Afrique et ses partenaires
du monde occidental et pour que ça se passe. Quand on a voulu faire, en 91, instaurer des régimes démocratiques, on a fait des conférences nationales. Alors pourquoi on ne pourrait pas imaginer justement dans chaque pays ou au niveau de l'Union africaine un véritable travail pour renouveler, évaluer et renouveler, remettre en perspective aujourd'hui ces relations entre l'Afrique et le monde. Valentin Odonou, moi, je crois que votre mot de la fin. pour combattre cette théorie du complot, je prends l'exemple du Burkina Faso et du Sénégal. Je pense qu'il faut s'appuyer sur les sociétés civiles qui sont très matures dans ces pays et qui ont prouvé qu'effectivement, on peut renverser un dictateur. Enfin, qui sont aussi des pays peu riches en matières premières. Voilà. Oui, absolument. Mais cela dit, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur les sociétés civiles qui sont de plus en plus matures. Et à mon avis, parce que les partis politiques d'opposition, je n'y crois plus trop. Hein, on a vu des exemples d'anciens grands leaders d'opposition arrivés au pouvoir et qui n'ont pas fait mieux. Donc, je pense que vraiment, l'avenir, c'est la société civile. Et enfin, Saloussi Savané. Oui, moi, je pars du principe que pour combattre cette théorie du complot, il faudrait qu'il y ait cette maturation de nos sociétés, comme il le disait tout à l'heure, et que ça prend du temps. On disait, quelqu'un a dit que pour qu'il y ait un État, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait des esprits démocrates déjà. Et ça prend du temps. Il faut que les gens déjà acceptent la différence, l'opinion contraire, etc. Donc, bon, alors pour finir, pour la théorie du complot qui vient toujours de l'extérieur, je prends le cas de la Casamance, qui est un conflit de basse intensité. On sait que ceux qui en profitent, c'est les militaires, par exemple, qui ont des primes. On sait qu'il y a des gens qui servent d'intermédiaires et qui, en échange de leur rôle, de leur go-between avec l'opposition, Cela dit, le Sénégal est quand même obligé de puiser dans son budget, c'est-à-dire de priver les citoyens de certains services pour financer la guerre contre la Casamance. Et ce n'est pas les sécessionnistes casamançais. Et ça ne vient pas de l'Occident, ce qui se passe en Casamance. Les armes sont quand même achetées en Occident. En marge, la société civile dont nous parlions, l'économie au sens le plus total du terme jouera son rôle parce qu'elle aura besoin de fluidifier, de pacifier et d'organiser les relations. Merci beaucoup Grégory Proch, merci également à Abdelaziz Moundé, merci à Valentin Odonou, merci à Saloussi Savané, merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout de l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Politiquement Incorrect. À bientôt.